Bon, très bien, on va commencer dans une petite minute, puis de toute façon, ça permettra de prendre le temps aussi. Je vais commencer quand même un petit peu par me présenter. Donc, vous avez certainement dû recevoir un mail de ma part. Je suis le responsable pédagogique du coup de l'école ISP School. Mais là, on est dans le cadre du printemps du numérique et du coup, il rencontre un professionnel. En l'occurrence, il y a deux professionnels que je vais laisser ensuite se présenter sur à la fois l'aspect plutôt les métiers du jeu vidéo et puis on abordera aussi les métiers aussi et puis globalement l'écosystème jeux vidéo et e-sport dans le cadre de cette entrevue. Donc, dans un premier temps, avant de présenter du coup les deux personnes qui m'accompagnent, je vais faire un petite présentation de l'écosystème par le biais de la présentation. Après, je la couperai, ça permettra d'avoir les deux interlocuteurs qui vont surtout avoir la parole, parce que moi, je vais poser quelques questions. Mais comment ça va fonctionner? Vous avez du coup la conversation, le chat sur Teams. Vous avez la possibilité directement de poser vos questions à l'écrit. Bien sûr, on pourra les voir, donc que ce soit Loïc ou Théophile pourront directement, s'ils se rendent compte que c'est une question qui porte plutôt sur leur domaine d'expertise, ils pourront directement y répondre. Donc n'hésitez pas, dans un premier temps, moi je vais leur poser des questions, et après, dans la dernière demi-heure, j'aimerais bien qu'on ait un échange plutôt où c'est vous qui posez les questions, sachant que moi, il y a des personnes qui n'ont pas pu être présentes et qui m'ont envoyé un petit mail pour que je vous pose quelques questions. Si vous avez les réponses, donc j'hésiterai pas à les poser également. Donc, dans un premier temps, vraiment 5 minutes, hein, voire même très court, le jeu vidéo et l'e-sport. Hein, on remercie également les partenaires du coup qui sont à l'organisation et qui rendent possible ce printemps du numérique pour, euh, pour cette rencontre professionnelle. Donc, dans un premier temps, on va faire un rapide tour des chiffres, quelques chiffres importants quand même à citer. Savoir que le marché du jeu vidéo, c'est le premier marché d'industrie culturelle en France et même mondiale. 5,6 milliards de chiffre d'affaires en 2021. On est sur une croissance assez importante depuis plusieurs années. On va le voir sur la slide d'après, mais il y a eu une petite baisse en 2019 du fait de la sortie des nouvelles consoles, puisque l'écosystème console quand même représente un marché suffisamment important pour lorsqu'il y a des nouvelles générations de consoles, les gens attendent avant d'acheter ces nouvelles consoles. On est à peu près en France sur 73% de joueurs dans la population française, soit sur mobile, sur console, sur PC, ou voire même sur d'autres plateformes qui forcément démocratisent le jeu vidéo. Ça, c'est en quelques chiffres. Donc ça, c'est des chiffres que vous pouvez retrouver. J'aime bien citer les sources, mais sur AFJV ou sur le CEL. Hein, ce sont en tout cas, le CEL qui fait toujours l'historique et le baromètre un petit peu de forcément l'écosystème français, parce que ça représente les éditeurs. Vous avez ensuite, dans le marché du jeu vidéo, donc comme je disais, 5,6 milliards de chiffre d'affaires, c'est 1,6 de plus par rapport à l'année 2020. Donc là, la petite baisse qu'on peut voir là entre 2018, 2019, 2020, c'est justement ce que je vous expliquais par rapport aux consoles. Ça avait été le cas l'année 2011-2012. Lorsqu'il y avait les nouvelles générations de consoles, PS4, Xbox One, etc., on avait eu également un ralentissement sur le marché. On constate quand même que par rapport à l'écosystème console, c'est quand même assez conséquent. On est sur une petite augmentation de 1% par rapport à l'année 2020. Et puis sur l'écosystème PC également, sur une augmentation assez importante. Je ne vais pas forcément détailler tous les chiffres, c'est pas l'idée aujourd'hui, mais toutes ces informations-là, vous avez la possibilité d'aller sur le site du CEL pour retrouver toutes ces informations. Notamment, il y a un PDF hyper détaillé avec beaucoup d'informations qui vous permettent d'en apprendre beaucoup plus sur le marché du jeu vidéo. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Un petit aspect aussi sur les habitudes des Français. Sur la consommation du jeu vidéo, on est sur 73%, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui consomment de manière occasionnelle. Hein. Il y a bien sûr ceux qui consomment beaucoup de jeux vidéo, puis ceux qui consomment de manière occasionnelle, mais on est quand même sur une augmentation de 2 points par rapport à 2020. Hein, les confinements, le fait aussi de devoir rester chez soi, ça a amené les gens éventuellement à commencer à jouer aux jeux vidéo, pour certains, ceux qui ne l'avaient pas encore fait auparavant. Donc ça représente quand même 38 millions de personnes. Et on a quand même une parité sur la pratique du jeu vidéo. Je reviendrai d'ailleurs sur ça tout de suite après. 39 ans, à peu près l'âge moyen. Donc ça veut dire quoi les 39 ans pour les analyser? Ça veut dire qu'on a quand même des personnes qui consomment du jeu vidéo, qui ont du pouvoir d'achat et qui du coup peuvent forcément acheter et être consommateurs sur le marché. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine croissance. Et c'est aussi pour ça que ça recrute aussi sur ce secteur-là. Et parce qu'on est quand même sur le premier secteur de l'industrie culturelle en France. Et enfin, quelques chiffres sur l'e-sport. J'ai deux autres slides que je vous montrerai plus tard, mais surtout pour présenter les métiers, en tout cas donner une idée, une infographie à la fois sur les métiers de l'e-sport et du jeu vidéo. Et on a donc à peu près 345 millions de chiffre d'affaires en Europe sur le marché de l'e-sport, et c'est en constante croissance, notamment sur l'aspect sponsoring,
avec des grandes marques qui viennent sur le marché. On a des marques de luxe comme Gucci, Lancôme ou également Yves Saint Laurent qui arrivent sur le marché de l'e-sport également qui se positionnent. C'est environ 9,4 millions de consommateurs ou de pratiquants d'e-sport et en France à peu près 25 millions de chiffre d'affaires. Bon, la France quand même est l'un des acteurs principaux au niveau de l'audience. Hein, ça a pu se vérifier il y a quelques temps avec le Airplace, si pour certains vous avez suivi en tout cas, il y a eu beaucoup de bruit autour de ça. Une audience très importante sur le marché français qui se dénote par rapport à d'autres pays. Voilà, j'ai fini mon monologue pour vraiment une brève présentation, pas vraiment hyper détaillée, mais en quelques chiffres quand même pour vous donner quelques informations. Donc là, c'est pas moi qui vais parler. Je vais du coup demander à Théophile Noiret et Loïc Valbert de se présenter. D'une part, je tiens à préciser qu'on a essayé de faire de la parité, d'avoir un homme et une femme également, parce qu'on là on est 3 hommes, mais je suis à la présentation plus aujourd'hui, plus qu'à l'intervention. Il s'avère qu'en fait, sur le marché du jeu vidéo, c'est très compliqué. Il n'y a pas forcément beaucoup de femmes. Et en plus de ça, il faut qu'elles acceptent de venir forcément témoigner devant vous. Et d'autre part, qu'elles aient la disponibilité. Ça a été un peu compliqué, malgré l'aide d'Atlan Games, du coup, qui est l'un des acteurs sur le jeu vidéo dans l'Ouest. Ça n'a pas été possible. Mais j'espère que la prochaine fois, on aura la possibilité d'être dans la parité. C'est hyper important, surtout dans le secteur du numérique où c'est pas forcément évident de l'avoir. Donc, vous ferez attention la prochaine fois. Je vous laisse parler, Théophile et Loïc, pour vous présenter un petit peu. Je te laisse commencer, Théophile. Ok, pas de problème. Ouais, donc du coup, Théophile Noiret, je suis donc développeur de jeux vidéo. J'ai mon propre studio qui s'appelle Triskel Interactive depuis 8 ans maintenant. Donc moi, j'ai fait une formation de jeux vidéo spécifique qui s'appelle l'Engmin à Angoulême. Alors c'était en 2012, donc ça remonte un petit peu. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis installé à Rennes. Et tu as cité Atlan Games juste avant, je suis trésorier de cette association, donc il représente tous les acteurs du développement et de la création de jeux vidéo, sur la région Grand Ouest. Voilà, pour faire très rapide. Il n'y a pas de souci. Je t'en prie, du coup, Loïc. Donc du coup, bonjour, moi je m'appelle Loïc Valbert, j'ai 26 ans. Je suis le vice-président de l'association Crazy Sport en partenariat avec la région Bretagne depuis maintenant 1 an et demi. L'association a été créée en 2014, donc il y a maintenant 8 ans. Et on est spécialisé dans tout ce qui est jeux combat, jeux solo, avec l'envoi de joueurs semi-professionnels et professionnels à l'étranger pour réaliser ce qu'on appelle des World Tours, donc les championnats du monde sur leurs jeux vidéo. Très bien. Suis-je le seul à avoir la caméra de Théophile bloquée? Oui, je l'ai aussi. Ok, d'accord. Non, mais très bien. Pas de souci. Du coup, moi, ce qui m'intéressait un petit peu, forcément, c'est de vous laisser la parole et vous avez présenté un petit peu ce que vous faites. Pour parler un petit peu sur le volet jeux vidéo, Théophile, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu les métiers qu'il y a justement dans ton entreprise, avec qui est-ce que tu travailles et quels sont les différents métiers, les particularités des différents métiers? Ouais, alors alors il y en a énormément, hein, on n'est pas une très, très grosse entreprise. Aujourd'hui, on est 8 à travailler sur un projet, donc il y a pas non plus besoin d'être hyper spécialisé, mais il faut savoir que dans des plus grosses entreprises, la spécialisation va beaucoup plus loin, donc je vais rester sur les catégories générales. Mhm. Je mets une petite image également si Ouais. ça peut t'aider. Ça peut Voilà, c'est non exhaustif, mais ça peut aider. c'est ça. Mais il y a vraiment pas besoin de tout ça. Je pense qu'on peut rester sur les 5 grandes familles, effectivement, ce sera beaucoup plus simple. Donc, Ok. on va commencer par le design, donc c'est tout ce qui va être, en règle générale, création des règles du jeu, écriture, et c'est surtout des métiers qui vont faire le lien entre tous les autres corps de métier. Donc voilà, le principal étant game designer, c'est mon métier à moi. Voilà, et donc on a effectivement énormément de spécialisations là-dessus où chacun va, s'occuper d'une part du jeu plus précise. On va dire que ça va être, en tout cas le cœur et ce qui fait la spécialité du jeu vidéo, c'est qu'on joue, ce qu'on n'a pas dans les autres médias et donc c'est ce métier-là qui est vraiment, au cœur de ça. Ensuite on a les programmeurs, voilà, qui sont évidemment hyper importants, donc c'est tout ce qui va être, heu, code, écriture de code. Alors là évidemment il y a énormément de spécialités. Dans une petite boîte, un programmeur va un peu tout faire. Dans des grosses entreprises qui font des très, très gros jeux, on va être extrêmement spécialisé, encore une fois. Mais ça, c'est vraiment un pur métier technique. On a, tout ce qui va être graphisme. Alors là, en fonction de quel jeu on fait, c'est pareil, ça va être des choses très, très différentes. Nous, par exemple, on fait des jeux en 2D, donc tous nos graphistes sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire qu'ils vont
en règle générale, principalement travailler avec Photoshop. Mais voilà, dans le jeu vidéo aujourd'hui, la majorité des jeux sont en 3D. Et donc là aussi, on a une myriade de logiciels à apprendre pour s'en sortir. Évidemment, il faut manager tout ce monde-là. Donc on a en règle générale des producteurs qui vont être les gens qui vont s'occuper des plannings et de la répartition des tâches. Et ensuite, donc, des métiers que je ne veux pas qualifier d'annexes parce que ça ne serait pas très juste pour eux, mais qui sont peut-être pas forcément impliqués tout le long de la production. Mais on va avoir par exemple tout ce qui va être son et musique. Ben voilà, il va falloir avoir des sound designers qui vont s'occuper de créer les sons. On va avoir un compositeur qui va composer. Moi, je sais que dans mon cas, on fait aussi appel à des vrais musiciens pour enregistrer la bande sonore. Donc il y a des enregistrements à prévoir, donc on fait aussi appel à des ingé sons, etc. Et évidemment après, des traducteurs pour que tous les textes du jeu soient dispo dans plusieurs langues parce qu'on est un marché mondialisé, même si Emmanuel vous a montré au début des chiffres qui ne concernent que la France. Il faut savoir que quand on fait un jeu vidéo, la France, ça représente entre 5 et 10% du marché mondial. Donc on vend principalement à des gens pas français. Donc il faut toujours penser à traduire son jeu au moins en anglais. Les autres très gros marchés en croissance sont forcément la Chine et la Russie en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais c'est aussi un marché très, très fort en temps normal. Voilà, et ensuite, ça, c'est vraiment les métiers de production pure. Après, on a tout ce qui va être vendre le jeu et qui sont parfois intégrés à l'équipe, donc tout ce qui va être métier du marketing. Donc on couvre vraiment un panel super large de compétences, quoi. Tout à fait. C'est vrai que enfin, ça va être compliqué en aussi peu de temps de parler de tous les métiers. Ce sera plus simple si éventuellement certaines personnes, d'ailleurs, je réitère, mais si vous avez des questions dans la conversation, n'hésitez pas. Je vais remettre un message juste comme ça, s'il y a une pop-up qui arrive et vous pourrez directement écrire, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc en effet, après je laisserai la parole un petit peu aussi à Loïc. Dans ton studio, vous êtes plutôt spécialisé sur un jeu, comment ça fonctionne éventuellement? Est-ce qu'il y a des studios qui sont plutôt spécialisés sur un type de jeu plutôt qu'un autre? Comment ça fonctionne? Ouais, alors, on n'a pas vraiment cherché, mais nous, de fait, on est devenus spécialisés dans un type de jeu parce que, c'est ce qu'on affectionne le marché, donc on a continué dans cette voie aussi. Enfin, il y a toujours quand même une contrainte économique qui existe. Donc nous, on est spécialisés dans ce qu'on appelle le jeu de gestion et principalement la niche du city builder, donc ça va être des jeux où il faut, construire et gérer sa ville, voilà. Et mais après, c'est des jeux qui vont globalement faire appel au même métier que si on avait décidé de faire, un jeu de voiture, par exemple. Dans les détails, on ferait des choses très, très différentes, mais le cœur des métiers reste le même parce qu'on aurait besoin, de game designers, de graphismes, de programmeurs, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai Tout à que les fait. studios ont tendance à se concentrer sur, un type, alors pas forcément super précis ou une niche très précise comme nous on le fait, mais sur quelque chose d'un peu général parce que le studio, ça va être aussi sa propre marque et les joueurs vont attendre des productions, qui vont être, dans la suite de ce qu'ils ont aimé du studio, quoi. Tout à fait. Mais du coup, moi, j'aurais une question pour suivre ça. Est-ce que du coup, vous créez une communauté? Est-ce que vous animez aussi une communauté du fait d'avoir créé un premier jeu et derrière, ça vous a, il y a un public finalement qui est derrière vous? Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que vous arrivez à faire vivre derrière quand vous créez un autre jeu? Alors ouais, ça dépend sur quel marché. Par Mm. exemple, c'est assez compliqué à faire quand on est petit sur console parce qu'il y a pas de lieu où rassembler les joueurs. Sur PC aujourd'hui, il y a beaucoup plus de communautés beaucoup plus fortes qui passent notamment par, l'explosion de l'e-sport d'une part, mais les streamers en général et aujourd'hui, tous les jeux ont leur propre serveur Discord, par exemple, où les joueurs vont pouvoir se retrouver pour en parler et parfois les entreprises comme nous, on a aussi un petit serveur Discord, où les gens peuvent venir nous poser des questions, parler de nos jeux et cetera. Donc on fait ce travail. Idéalement, il y a quelqu'un dont c'est le métier qui le fait à temps plein, donc community manager, heu, mais nous aussi on fait le suivi en règle générale et on échange avec les joueurs. Super. Du
coup, je vais aller plutôt sur le volet e-sport, mais on voit bien, tu en as parlé un petit peu, Théophile, de toute façon, l'aspect diffusion, l'aspect e-sport aussi maintenant s'implique aussi dans le jeu vidéo. Est-ce que tu pourrais un peu plus présenter, Loïc, l'association Crazy Sport, le lien aussi que vous avez avec certains jeux plus spécifiques que d'autres, et quelles ont été vos orientations par rapport à ces choix-là? Et puis forcément aussi, vous êtes sponsorisé par la région Bretagne. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est possible de nous en parler pour faire comprendre un peu aux personnes qui sont présentes? Ouais, juste rebondir sur deux questions qui ont été posées, donc sont posées à Théophile. J'avais une question liée au sujet actuel. Existe-t-il des formations spécialisées dans le métier des jeux vidéo? Et la deuxième question, y a-t-il des cursus dédiés dans les établissements privés de type Bellecour École, mais également dans le parcours du public, pardon? Oui, ok. Ben ça, de toute façon, l'aspect formation, je pense qu'on y viendra un peu plus tard, mais en effet, il existe beaucoup d'écoles. Je pense que Théophile pourra en parler. Moi aussi, enfin, je pourrais parler de l'école XP, mais même si c'est pas forcément le sujet ici, mais c'est une école forcément orientée sur le jeu vidéo et l'aspect e-sport, mais plus sur l'aspect en tant qu'école de commerce. Donc ça, je pourrais aussi en parler. Il y a pas de souci. Du coup, je te laisse du coup répondre à la question si tu veux bien, Luc. Ouais. Alors du coup, l'association Crazy Sport a été créée en 2014. Au début, on était spécialisé sur... en fait, à la base, on était une équipe d'amis, entre guillemets. On était une vingtaine. On était sur le jeu Halo, donc qui est un FPS, donc un jeu à la première personne de tir. On a décidé de se mettre en association, tout simplement pour mieux se structurer. Très rapidement, donc c'était une période où l'e-sport commençait à peine à naître réellement, dans le sens où il y avait très peu d'associations, on n'était pas du tout reconnu, très peu de sponsoring, voire même pas du tout, enfin c'était très très rare en tout cas en France. Du coup on s'est très vite structuré, on a très vite un premier partenaire qui s'appelle HA Réception qui nous a permis de nous développer. Donc ça nous a permis d'avoir une très bonne équipe européenne sur le jeu Halo. Ensuite, on s'est développé sur le jeu Call of Duty et très rapidement, au vu de l'instabilité des FPS, donc en gros, en termes d'instabilité, c'est le fait que des équipes split. Donc le mot split, ça veut dire que l'équipe n'arrête pas de se diviser et se reconstituer avec de nouveaux joueurs. C'est très compliqué de maintenir une cohésion d'équipe, de maintenir un travail et de la performance avec ça. Du coup, on a décidé à la place d'investir sur une équipe, à l'époque coûtait 250 € en termes de déplacement et de frais d'inscription à un tournoi, on a décidé d'investir directement sur des joueurs plus performants et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de partir sur le solo. Donc on est parti sur le jeu Soul Calibur 5. Donc c'est un jeu actuellement, pardon, c'était un jeu en 2016 où il y avait actuellement pas d'e-sport, enfin il y avait de l'e-sport mais pas de structure e-sportive, donc on a été la première à se lancer dessus, on a recruté Goldshald, donc, qui était l'un des 5 meilleurs joueurs mondiaux par rapport à ce jeu, et français également. Et du coup on s'est très vite lancé sur les jeux de combat parce qu'on s'est vu que c'était quelque chose qu'on maîtrisait assez bien, on arrivait facilement à trouver des pépites et que c'était quelque chose qui avait du mal à se lancer en termes associatifs, en tout cas en France, dans les débuts. Très bien. Et concernant justement la relation désormais avec la région Bretagne qui vous accompagne depuis l'année dernière, comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça implique aussi d'avoir une région finalement qui est derrière vous et qui vous accompagne? Alors sur un cadre beaucoup plus grand, en fait aujourd'hui l'e-sport est très peu reconnu, dans le sens où vous allez voir le ministère du numérique, ministère des sports, ministère de la culture, ils se renvoient un petit peu le ballon tout le monde, donc le fait qu'une région soutienne une équipe e-sport, et donc l'e-sport en termes général, c'est quelque chose de très très important, c'est pour ça que la région est très sollicitée par rapport à ça. Ça a beaucoup d'enjeux dans le sens où si la région Bretagne vient à partir de l'e-sport, c'est un énorme échec pour l'e-sport en France, même si d'autres régions pourraient prendre le relais. Du coup, c'est très important de discuter avec les acteurs locaux, les acteurs régionaux, dans le sens où ils ont très peu de connaissances par rapport à ça, parce que beaucoup de régions, de villes, enfin tous les cursus aujourd'hui ont un bureau des sports par exemple, donc des équipes qui sont spécialisées là-dedans. Aujourd'hui, les bureaux de l'e-sport ou du domaine du jeu vidéo ou du numérique n'existent pas dans le service public et l'administration en termes général, à part aux plus hautes instances de l'État. Du coup, c'est très important de discuter avec eux et de voir ce qui est possible de faire, sachant que ça a beaucoup d'enjeux, à la fois mixité, inclusion, ça touche les jeunes,
les moins jeunes aussi du coup, mais ça prend beaucoup d'ampleur et ça relie également le secteur du jeu vidéo qui est très important en France, deuxième secteur le plus important au monde, donc en termes de production de jeux vidéo, donc oui, ça a quand même un impact important. En effet. Et d'ailleurs, une autre, parler des instances, institutions, il y a une association qui a été créée il y a quelques années maintenant, Francisport en tout cas, qui se veut un petit peu aussi essayer d'impliquer directement, être en lien avec les institutions pour essayer de mettre en place. Forcément, ça prend du temps. Mais n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez un site web à aller voir. Il y a beaucoup de ressources, des informations. Donc, Francisport, si vous voulez aller voir un petit peu plus d'informations. Je rebondis juste là-dessus. Francisport aujourd'hui regroupe beaucoup d'entreprises, beaucoup d'acteurs dans le domaine de l'e-sport. Après, si vous voulez voir plus dans le domaine de l'association, vous avez une association e-sport, allez voir d'autres fédérations. Il y a des fédérations, par exemple la FAF qui existe, qui regroupe uniquement des associations et qui fait également partie de Francisport, parce que Francisport est très intéressant dans l'aspect e-sport en termes général et beaucoup la référence qu'on sort, mais a très peu de représentativité, par exemple dans le domaine associatif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a différentes fédérations qui existent, Francisport étant la première, vu qu'elle est vraiment en contact avec les législateurs. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs associations, comme par exemple celle, si vous êtes des éditeurs de jeux vidéo, allez voir en priorité ces gens-là qui vont directement comprendre vos besoins et pouvoir vous aider, par exemple, sur la création d'associations, la création de jeux vidéo, qu'est-ce qu'il faut, comment trouver des financements, par exemple, avec la BPI France. Et ensuite remonter vers Francisport où eux sont déjà implantés à l'intérieur. Tout à fait. Tout à fait. On va rebondir, Théophile, sur ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, et après on rebondira sur certaines questions qui sont apparues dans la conversation. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Vous êtes impliqué sur un jeu en particulier? Est-ce que vous êtes accompagné par un éditeur? Est-ce que ce serait possible de nous en parler un petit peu? Ouais, alors je suis dans un cas un peu particulier. Moi, aujourd'hui, je travaille sur un remake, c'est-à-dire que je suis en train de refaire un vieux jeu. Voilà, donc il s'agit du jeu Pharaon qui est sorti à la fin des années 90 et donc on est en train de le reconstruire de A à Z. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Pharaon, c'est un jeu qui appartient à Activision, qui est une immense multinationale, américaine, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé notre éditeur, qui est Dotemu, qui est un éditeur parisien, utiliser la licence. Et donc Dotemu nous a confié la réalisation de ce jeu-là. Donc c'est un cadre un petit peu particulier puisque c'est pas des choses qui arrivent super souvent, mais on reste dans le fonctionnement un peu classique où, enfin un peu classique, pas forcément, mais où l'éditeur, nous paye pour réaliser le jeu, qu'ils ont choisi, quoi. Voilà. En effet, parce que c'est plutôt assez rare. En général, c'est plutôt un studio de développement. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait possible d'expliquer la différence entre studio de développement et éditeur? Parce que c'est vrai que ça peut être un peu Ouais. flou pour certaines personnes. Bien sûr, donc le studio de développement, c'est les gens qui créent le jeu. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus que ça et l'éditeur, en règle générale, c'est la personne qui va, alors potentiellement financer, c'est vrai que c'est pas toujours le cas, mais surtout qui va le vendre, donc qui va, faire, on va dire, toutes les dépenses qui vont être de la communication et du marketing et souvent les éditeurs, ils ont un catalogue de jeux, en fait, c'est ce qui les rend, forts et donc ils vont chercher des jeux qui correspondent à cette ligne éditoriale-là qu'ils ont, parce qu'ils ont déjà une très grosse base de joueurs. Donc, Dotemu, c'est un éditeur qui est spécialisé dans, reprendre des vieilles licences, donc faire comme on fait nous, c'est-à-dire des remakes, prendre un vieux jeu et le refaire de A à Z, ou parfois c'est de prendre une vieille licence et d'en faire une suite. Voilà. D'accord. Et parce que, à l'inverse, est-ce que ce serait possible d'expliquer en général, parce que tu expliques que c'est plutôt un cas un peu particulier, en général, comment ça fonctionne le financement dans un studio de jeux vidéo? Comment on va chercher du financement? Comment on arrive à créer un jeu? C'est ça. Il n'y a pas de règle définie, ça dépend vraiment des cas. On va dire qu'en ce moment, ce qui se passe majoritairement, c'est qu'un studio de jeux vidéo commence à faire un jeu, il fait ce qu'on appelle un prototype. En général, nous, on parle de vertical slice, c'est-à-dire qu'on fait une toute petite séquence du jeu, mais qui est complètement terminée, qui dure une dizaine de minutes pour donner une idée de ce que va être le produit fini. Et on va voir les éditeurs avec ça, et les éditeurs acceptent de financer la production qui reste. Voilà. Après, quand on est des plus petites entreprises, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle de l'auto-édition, donc ils disent: «Bah, en fait, on va tout faire nous-mêmes» et dans ce cas-là, voilà, il faut se débrouiller pour trouver des financements ailleurs. Donc il y a, un certain nombre de mécanismes,
qui vont du prêt à la banque à du soutien. Par exemple, la région Bretagne, aujourd'hui, on a maintenant une aide à l'innovation qui est fléchée vers le jeu vidéo, donc qui existe en tant que subvention. Il y a une aide nationale qui est gérée par le CNC également. Donc voilà, il y a plein de façons de financer tout ça. D'accord, non mais c'est important en effet de le préciser parce que forcément l'aspect financement sur un jeu vidéo, on n'a pas l'impression que ça demande beaucoup d'argent, mais en effet c'est des années de travail en général, donc forcément ça demande aussi de l'implication, ne serait-ce qu'au niveau des ressources humaines, et ça c'est important. J'avais une dernière question par rapport, enfin une dernière question, c'est pas vraiment une dernière question, mais sur l'aspect, sur les profils et sur ce qui, parce qu'il y a forcément des gens qui s'intéressent éventuellement au métier du jeu vidéo. Et qu'est-ce qui, selon toi, est important pour s'intéresser, pour s'épanouir un petit peu dans ces métiers? Ça va dépendre des métiers quand même un petit peu. Hem, c'est vrai qu'on fait pas forcément, on fait pas forcément la même chose. En règle générale, bon, faut être un petit peu joueur. Il y a pas besoin d'être un très, très gros joueur, hein, mais il faut s'y intéresser quand même un petit peu, sinon ça va être rédhibitoire d'entrée. Il y a quand même, voilà, c'est aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres. Ouais, Et donc du coup, effectivement, quand on arrive, on dit qu'on n'est pas super intéressé par le jeu vidéo, ça va déjà être tout de suite un petit peu compliqué. Et et après au-delà de ça, c'est vrai que nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont, alors soit via une école, en règle générale, c'est souvent ça, fait des projets de jeux vidéo. C'est vraiment le meilleur moment pour, le meilleur endroit pour se lancer en fait, parce que, finalement, heu, surtout dans les petites structures, on n'est pas super équipé pour tout apprendre aux gens de A à Z, donc on va chercher un minimum de compétences techniques et pour ça, il y a rien d'autre qui marche que de faire des jeux et le meilleur endroit pour faire ça, c'est forcément les écoles. Donc c'est principalement ça qu'on va chercher. Après, il y a énormément de gens qui sont autodidactes, un petit peu moins maintenant parce qu'il y a beaucoup plus d'écoles qu'avant, mais voilà, mais c'est souvent des gens, qui ont fait des jeux tout seuls dans leur coin. Avant de se lancer, professionnellement, quoi. d'accord. Et au niveau des écoles, qu'est-ce qui, selon toi, est important à regarder quand on va voir une école et ou ce qu'il faut savoir en tout cas à l'avance pour pas forcément se tromper et faire le mauvais choix? Alors nous, ce qu'on regarde en tant que recruteur, ça va être les projets des gens. Donc en fait, l'école en tant que telle va pas trop nous intéresser, enfin, ou alors elle c'est qu'elle a très, très bonne réputation. Mais souvent elle a très, très bonne réputation parce que, heu, les étudiants font des bons projets. Donc on va vraiment regarder ce que les gens vont produire pendant qu'ils sont à l'école et l'école, finalement, c'est juste un cadre dans lequel, on va accompagner, les élèves à créer leur jeu et l'idée, ensuite évidemment, c'est d'analyser ce qu'on fait pour comprendre ce qui va pas et s'améliorer, mais on va vraiment, voilà, regarder ça. Donc ce qui est important quand on reçoit un CV, c'est ce qu'on va appeler la partie portfolio, c'est-à-dire montrer ce qui a été réalisé, concrètement. D'accord. Donc ouais, donc regardez bien si, dans le cadre vous êtes amené à dans le cadre de votre école, si vous choisissez une ou plus qu'une autre, si vous faites beaucoup de projets. En tout cas, c'est le conseil de Théophile. Pour, rebondir sur le volet un peu plus e-sport, maintenant, on a vu, Loïc, une augmentation de la visibilité de l'e-sport. Comment tu l'expliquerais toi, cette médiatisation, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens finalement qui se retrouvent sur les plateformes comme Twitch, YouTube, mais notamment Twitch pour l'e-sport en tout cas? L'e-sport, bon déjà l'histoire de l'e-sport ça a commencé en 1983, donc c'est c'est pas récent du tout. Au début on se réunissait dans des, donc j'étais pas encore né, hein, on se réunissait dans des gymnases, on ramenait des écrans, ce qu'on appelle des LAN, donc c'est-à-dire des événements physiques. Très très vite, c'est s'est regroupé en communauté, donc c'était énormément de petites communautés qui se connaissaient, qui se côtoyaient très souvent à cause de la difficulté d'avoir Internet à l'époque, les réseaux sociaux qui n'existaient pas, et c'était principalement des forums. Ensuite, grâce à l'arrivée de Twitch, donc ça a été l'apogée de l'e-sport. Tout simplement que c'est les premiers à s'être lancés sur Twitch, hein. Le jeu vidéo s'est directement lancé sur Twitch avec une opportunité incroyable. Le meilleur exemple, c'est League of Legends qui a testé très rapidement dès la sortie du jeu un tournoi, une compétition sur Twitch. L'année d'après, ils en ont fait littéralement
une émission totale en utilisant clairement la plateforme. Aujourd'hui, Twitch permet de regrouper énormément la communauté, donner de la visibilité à des tournois qui n'en avaient pas à l'époque. Avant, on faisait des retransmissions de tournois sur des forums avec des vidéos, mais c'était pas forcément très qualitatif, sachant que YouTube n'existait pas. Donc aujourd'hui, YouTube et Twitch ont permis l'explosion de la visibilité de l'e-sport, donc qui existait déjà depuis très longtemps, mais qui manquait de visibilité, parce que les seuls moyens de diffusion, à l'époque en tout cas, c'était la télévision, qui n'était pas forcément enclin. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important, tellement important que les jeux, pour avoir une durée de vie, à l'époque, avaient misé majoritairement sur les campagnes. Maintenant, on se voit clairement que l'e-sport est la durée de vie de tout simplement des jeux vidéo, voire même des fois, sans aller dans l'e-sport, mais dans le mainstream, c'est-à-dire forcer le streaming des jeux, faire en sorte que des youtubeurs, des streamers se mettent justement au jeu pour donner envie à des gens. Il y a une personne qui prenait Fall Guys. Fall Guys est sorti édité en collaboration avec Microsoft, comme étant un jeu directement streamable, avec tout ce qui était intégré, c'est-à-dire qu'on pouvait cacher son nom, faire en sorte que les streamers ne soient pas embêtés par la communauté. Un autre bon exemple par rapport à ça, c'est Among Us. Among Us est sorti il y a 3-4 ans, et il a eu vraiment une explosion il y a 1 an, donc pendant le confinement. Donc c'est la preuve qu'aujourd'hui, le streaming n'est pas négligé dans les jeux vidéo, il peut avoir une très grosse force et peser énormément, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de studios s'associent avec de gros streamers, de gros noms, et ont des équipes dédiées justement à la communication et à l'influencement de la communauté. T'as ton micro qui est coupé. Ah, voilà, je m'étais muté pour tousser, mais je disais, en effet, je te rejoins là-dessus sur le fait que c'est très important. En tout cas, les jeux sur Twitch, et notamment qui sont streamés, font les tendances, et on voit bien un jeu qui marche est forcément dans les tendances aussi sur Twitch et YouTube. Donc là, c'est important en effet de le prendre en compte, hein. C'est valable aussi pour les jeux qui sont moins e-sport, hein. C'est comme tu l'as bien précisé. Je voulais juste faire une aparté, parce que je n'avais pas montré ce visuel. C'est pour montrer un petit peu les métiers autour de l'e-sport. On a montré un petit peu les métiers autour du jeu vidéo. J'ai juste montré rapidement les métiers autour du sport. Alors ça, c'est une infographie qui n'est pas de moi, hein. C'est important de citer les sources. C'est de Nicolas Bezombe, du coup, qui est maître de conférence et qui a justement étudié pas mal le sujet de l'e-sport et qui a vraiment fait un travail assez important sur plusieurs sujets, notamment sur cette infographie, où il revient sur les métiers autour du vidéo et de l'e-sport. Et on voit que, je ne vais pas rentrer et citer tous les métiers, bien évidemment, mais on voit qu'il y a des grosses indications, par exemple dans les métiers de l'événementiel, tout ce qui va être aussi la communication, le marketing, tout ce qui va être l'aspect commercial, bien évidemment, la gestion, l'éducation, l'animation. Donc il y a vraiment tout un tas de métiers. Cette infographie, pareil, c'est sur France eSport, vous pouvez la retrouver, ou sur le Twitter de Nicolas Bezombe, je l'ai mis en bas à droite, si vous voulez aller un petit peu vous renseigner. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez un peu plus citer que d'autres notamment, c'est une infographie qui est très intéressante, surtout sur le fait qu'on se rend compte qu'elle regroupe à la fois les métiers du sport en termes général, les métiers du média. Enfin, plus généralement, on pourrait marquer sport au milieu, ce serait à peu près la même chose, dans le sens où aujourd'hui le sport et l'e-sport en termes de communication générale se regroupent pas mal. Même aujourd'hui, le sport vient piquer des choses dans le domaine du jeu vidéo pour faire de la communication. Et du coup, aujourd'hui, si vous voulez vous diriger vers l'e-sport, les formations et métiers du média en termes général ou du sport sont de très bonnes solutions, parce que c'est des bases qui sont reconnues et très bien ancrées. Après, aujourd'hui, l'e-sport n'a pas vraiment de formation dédiée, entre guillemets. C'est plus du savoir général. Par exemple, graphiste, une école de graphisme vous permet d'entrer dans l'e-sport si vous le souhaitez. Et ça va être vraiment de la culture. Un exemple, nous, on est dans le domaine de tout ce qui est jeux de combat, jeux solo, donc ça va être du FIFA ou des jeux de course. Donc on va travailler avec des graphistes qui vont avoir une patte graphique justement dédiée par rapport à nos jeux, donc ça donne une culture par rapport à nos jeux, parce qu'on va aller vraiment toucher des communautés bien particulières, et c'est là où c'est important. Après, il y a énormément de domaines dans l'e-sport. L'e-sport, aujourd'hui, c'est un mot générique, hein, comme dire qu'on travaille dans le web, c'est-à-dire que ça veut tout et rien dire. Oui.
Il y a des spécialités. Est-ce que vous êtes dans une équipe d'événementiel? Est-ce que vous êtes dans une équipe de marketing? Il y a même du juridique aujourd'hui dans l'e-sport. Donc il y a vraiment plein de choses. Dans le jeu vidéo également, il y a vraiment énormément de secteurs. Donc en fait, prenez votre passion, regardez justement dans ce graphique par où vous pouvez entrer et par où vous voulez surtout finir. Et en soi, il y a énormément d'opportunités, mais avec des compétences que vous avez déjà, donc dans le domaine associatif, dans le domaine professionnel, ou dans un futur proche que vous pourrez acquérir par une formation ou par de l'auto-formation. Tout à fait. Je vais couper la présentation. En tout cas, cette infographie, vous pouvez la retrouver, comme je disais, sur Francisport également. Donc, comme je l'avais dit, c'était à peu près une demi-heure où j'allais un peu poser des questions. Et là, on a accumulé quelques questions dans la conversation. Donc, notamment une question sur l'aspect reconversion. Est-ce que vous avez déjà, en tout cas, je m'adresse surtout à toi, Théophile, mais est-ce que tu as déjà eu affaire à des personnes qui sont justement en reconversion, comment on peut les accompagner au mieux et qu'est-ce qu'elles devraient en tout cas prendre en compte si elles venaient à se reconvertir sur le métier du jeu vidéo et les métiers du jeu vidéo? Ouais, alors il y a 2 choses, donc effectivement ça se fait, hein. Moi j'en ai vu quand j'ai fait, mon école, donc c'était un master en 2012. Déjà le master recrutait n'importe quel type de licence, donc on pouvait venir de milieux très, très différents et c'était le cas et on avait un certain nombre d'étudiants qui étaient déjà trentenaires. Donc ils faisaient de la reprise d'études et cetera, donc ça n'a jamais été un problème. Alors je suis pas au fait de toutes les écoles, et de ce Bien qu'elles sûr. proposent. Je sais que moi en l'occurrence, voilà, c'est un établissement public et sur concours, mais vraiment, eux, ils étaient aussi intéressés par avoir des gens qui venaient de milieux très différents. Créativement, c'est aussi très intéressant, d'avoir des points de vue qui sortent de l'ordinaire et par contre, le métier à privilégier, clairement, aujourd'hui, c'est le métier de programmeur. Pour plein de raisons. Déjà, quand on est programmeur, on n'est pas obligé de faire du jeu vidéo. Il y a vraiment c'est probablement un des métiers les plus recherchés aujourd'hui, dans tous les domaines et de toute façon, c'est aussi le métier qu'on cherche le plus et dont on a le plus besoin en jeu vidéo. Voilà, donc le si on devait privilégier quelque chose en reconversion, ça serait ça. Après, notamment dans les petites équipes, on porte souvent plusieurs casquettes, donc on s'enferme pas dans un métier spécifique. On peut commencer à toucher à d'autres choses, ça c'est possible. C'est moins vrai, dans des grosses entreprises où là, comme les métiers vont être beaucoup plus spécialisés, on va avoir un peu plus de mal à sortir de ce qu'on fait. Donc c'est un équilibrage à trouver aussi en fonction de ce qu'on veut faire, mais voilà, les reconversions existent, il y en a. Heu et je dirais que voilà, le truc à privilégier, ça serait plutôt la programmation. Tout à fait. Et alors, je peux pas aller contre toi. Je pense aussi pour aller un peu plus loin, si vous êtes intéressé, il y a des supports et des endroits, je pense, pour contacter des professionnels. Je vais penser à LinkedIn, par exemple. Si vous êtes un peu curieux, allez vous renseigner un petit peu sur les différentes personnes. N'hésitez pas à aller discuter en privé avec elles, leur poser des questions. C'est toujours intéressant d'en savoir un peu plus sur un métier, parce que c'est vrai qu'on s'imagine des choses. C'est vrai que le métier de programmeur, du coup, c'est du code. Il faut quand même voilà, apprécier le code, être devant un ordinateur. Tout cet aspect-là aussi, faut le prendre en compte bien évidemment lorsque vous vous lancez dans une reconversion pour savoir si ça vous convient, et si ça vous intéressera ensuite pour vous donner envie. Enfin, donner envie, c'est une chose, mais après s'impliquer, être motivé vraiment sur le long terme, apprécier ça, c'est vraiment deux choses bien différentes. Donc, on a vu l'aspect reconversion. Je crois qu'il y avait une question pour toi. C'est juste Pharaon ou la Reine du Nil aussi? Ah oui, non, c'est les 2. C'est, C'est les deux. Ok. Les deux. Ok. Super. Donc, moi, on a la réponse. Il y avait aussi, avec les streamers, on a vu beaucoup de jeux gagner très vite en popularité, comme Getting Over It. Sans les streamers, les jeux auraient été complètement anecdotiques, j'imagine. Oui, c'est ce on repart un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'en effet, il y a des jeux qui sont pas forcément ceux qui donnent le plus envie de jouer, mais le fait de voir forcément se faire influencer par des streamers qui passent des heures et des heures sur un jeu, ça va donner envie quelque part aussi. C'est une nouvelle manière de communiquer, de vendre. Et ça, les éditeurs maintenant l'ont bien compris. Même si, pour revenir aussi sur l'évolution du traitement des éditeurs, par exemple par rapport à l'e-sport, on a une évolution qui s'est faite sur les années qui n'était pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui. Il y a encore quelques années, les éditeurs demandaient aux organisateurs de tournois de payer en fait les éditeurs pour organiser un tournoi sur leur jeu. Là aujourd'hui, ils comprennent que ça permet véritablement d'attirer un nouveau public, d'être vraiment dans une démarche proactive pour eux et que c'est pas vraiment
dans leur intérêt, même si après, les éditeurs, encore une fois, c'est pas tous les mêmes, ils ont tous une stratégie différente. C'est un peu, on parlait de fédération tout à l'heure, un éditeur, c'est un peu sa propre fédération. Il y dicte ses règles et il fait un peu ce qu'il veut sur son jeu. On a une question pour toi, Théophile. Ouais. Du coup, pour les autodidactes, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors, ça va dépendre des gens. Enfin, c'est difficile de donner une réponse globale. Comme j'ai dit précédemment, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que les gens ont fait, que ce soit dans le cadre d'une école ou pas dans le cadre d'une école. Je pense qu'une école, c'est une aide, en fait, pour pouvoir produire des choses. C'est un bien meilleur cadre que de devoir le faire chez soi, en plus de son travail voilà. Donc, mais après, on va pas forcément privilégier les gens qui viennent d'une école. Il y a, quand même des réseaux qui existent. C'est-à-dire que, bah, voilà, je sais que dans mon école, il y a quand même un réseau des anciens élèves, très, très fort, parce que l'école existe depuis bientôt 20 ans et que du coup, bah, forcément, il y a des gens qui sont partout dans l'industrie et donc le nom de l'école sur le CV, bah, c'est toujours un petit plus. Mais vu qu'on est vraiment plus sur, qu'est-ce que vous savez faire en tant que personne, on n'est pas forcément hyper intéressé par quelle école exactement vous avez fait. Ça, c'est, enfin, moi, je pense, je suis dans le métier de l'école, hein, mais l'école est de toute manière un support. C'est vous qui transformez l'essai de toute manière derrière avec toutes vos actions que vous faites dans l'école et ce que vous faites aussi dans votre implication. J'avais une question alors très particulière qui m'avait été envoyée par mail. Alors, je sais pas si Théophile, tu auras la réponse. Mais comment on appelle une personne chargée de chercher et donner les éléments historiques du script et de vérifier la justesse, la cohérence de l'image par rapport à ces éléments historiques? Est-ce que tu connais le nom du métier ou pas du tout? Non, moi je sais pas. Bah, moi je sais que dans mon cas, voilà, on fait un jeu qui parle de l'Égypte antique. On a appelé une archéologue, voilà, et on travaille avec elle parce que c'est son domaine de compétence. Donc, il n'y a pas de métier particulier à part aller voir un expert du domaine. Ouais, je Dans pense ce qu'en cas-là. effet, je pense que c'est pas, on va pas se former sur un domaine spécifique pour travailler dans le jeu vidéo. Je pense qu'en effet, c'est ça Non. aussi ce que tu souhaites dire. C'est au contraire, si on a des besoins, on va aller s'appuyer sur des experts et on va aller faire appel à eux ponctuellement pour nous accompagner, pour en effet, parce qu'eux, ils ont cette expertise que nous, si on devait aller la chercher et la prendre, on mettrait énormément d'années à aller l'obtenir. Donc en effet, je pense que c'est une très bonne réponse. En effet, ces personnes plutôt sur l'aspect jeu vidéo, les scripts, après, c'est autre chose. Si on est sur de la narration, il y a des narrative designers, il y a voilà, ces sujets qui sont impliqués aussi dans la création d'un jeu vidéo. En revanche, c'est vrai que si on part sur des éléments hyper pointus, historiques, et vérifier si le script est cohérent par rapport, alors si on fait un peu un jeu un peu réaliste sur une époque bien donnée, c'est vrai que mieux vaut ça, en tout cas s'orienter sur soit quelqu'un qui connaît très bien l'histoire ou en effet, comme tu as dit, un Voilà, archéologue. ce qu'il faut savoir, c'est que les chercheurs, ou les historiens en général, c'est aussi des joueurs de jeux vidéo, donc Ouais. ils sont pas dérangés de participer. Alors, quelle école, on te demande quelle école tu as fait du coup? Ouais, alors moi j'ai fait, l'ENJMIN, l'École nationale des jeux et médias interactifs et numériques, ce qui est un peu long à dire, qui est une école à Angoulême, voilà. Je sais qu'il y a quelques autres, cursus publics, hein. Là, en l'occurrence, c'est un master, donc c'est vraiment les 2 années de master, mais il y a un certain nombre de licences pro, jeux vidéo, un peu partout en France et après, voilà, dans le public, c'est les seuls que je connais. Je sais que beaucoup d'universités maintenant font des cours en plus aussi, de ce côté-là et après, bah, il y a un certain nombre d'écoles privées, aussi un peu partout en France. Tu avais des conseils par rapport à s'il y a des associations ou des adresses en tout cas sur Rennes? Je sais il y a des rendez-vous régulièrement les mardis justement pour un petit peu, je vais plus retrouver le nom, mais mardi soir il y a des moments pas des game jam, mais je vais pas retrouver le nom. Ouais, alors Justement, nous avec Atlan Games, donc qui est l'asso, du Grand Ouest, on organise, le 1er mardi du mois des événements. Alors c'est moins pour découvrir que pour les gens qui y sont déjà un petit mm, peu. C'est vrai que mm. si on veut, découvrir la programmation, j'ai pas de en tout cas localement, j'ai rien en tête. Il faut voir, hein, il y a peut-être des choses qui existent et que je connais pas.
Après, bon, voilà, apprendre la programmation, ça se passe sur Internet, hein. C'est clairement là que ça se fait, mais il y a peut-être des assos, là, il faut chercher plutôt dans le tissu associatif rennais, de ce côté-là, parce que c'est vrai que les assos autour du jeu vidéo, ça va être soit plus sur vraiment le cœur du jeu, type 3-hit combo, et cetera, soit sur le côté e-sport, par exemple. Donc pas vraiment là-dessus. Mais je peux répondre à la question suivante, du coup. Oui. Pour les stagiaires, et puis après, sur la partie e-sport, peut-être Loïc, pour les stagiaires, tu pourras répondre. Mais donc nous, ce qu'on fait, c'est que c'est parfois un peu compliqué pour nous d'avoir des stagiaires. Donc maintenant, on organise des stages de 3e groupés, en fait, 2 fois par an avec Atlan Games, donc à Nantes et à Rennes, dans lesquels, en fait, on prend 10 élèves d'un coup et ils ont un intervenant professionnel différent par jour pour leur présenter les métiers. Et en fait, ils font un petit jeu en une semaine, un petit Pong, quelque chose d'assez simple. Et ça leur permet de découvrir si déjà ça leur plaît, hein, parce qu'ils viennent tous nous voir en nous disant qu'ils adorent jouer aux jeux vidéo. Et c'est le petit passage qui permet de voir s'ils ont aussi envie d'en faire. Et voilà, après, je sais qu'on fait pas on n'a pas d'action spécifique pour les gens qui sont en reconversion, mais peut-être que c'est quelque chose qui peut se créer s'il y a une demande. Ouais. Donc sur la partie association, alors plus largement dans la partie e-sport, aujourd'hui on prend beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternance. La problématique, c'est les moyens dans le domaine en tout cas associatif qui peuvent être mis derrière. Exemple, nous aujourd'hui on n'a pas les capacités de prendre des stagiaires de plus de 3 mois, tout simplement que ça a un coût et que la vie associative fait que c'est compliqué, même pour de l'alternance. Mais il y a toujours une grosse volonté de prendre des stagiaires. Nous, on a par exemple pris un stagiaire aujourd'hui qui est bénévole dans notre association maintenant, qui s'appelle Yoann Govic, qui est spécialisé en préparation mentale. Donc c'est une discipline qu'on voit énormément dans le sport. Donc c'est le triangle de la performance. Donc nutrition, accompagnement physique et accompagnement mental du coup. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des coachs à la performance. Donc on a pris par exemple un stagiaire là-dedans. Aujourd'hui on va prendre un stagiaire d'une période de 1 mois donc chez XP qui va nous accompagner sur la création d'événements. Donc aujourd'hui le domaine associatif prend énormément de stagiaires. On peut prendre également des apprentis en fonction des moyens bien évidemment de l'association, pareil pour les entreprises dans le domaine de l'e-sport. Donc oui, c'est quelque chose qui recrute beaucoup. Après, pour répondre à la partie est-ce qu'on peut voir ce qui correspond le mieux dans l'e-sport au travers d'un stage? Au travers d'un stage, une association va plus chercher des compétences précises ou en tout cas un profil particulier. Mais en tout cas, vous pouvez vous rapprocher très facilement d'une association en tant que bénévole. Nous, je sais que nos bénévoles, comme dans toute association, on fait énormément de choses. Alors bien évidemment, vous n'allez pas faire du web ou du graphisme si vous n'avez pas forcément les compétences dedans, puisque c'est un métier vraiment très particulier qui demande énormément de ressources pour pouvoir y arriver, mais vous allez pouvoir tester énormément de choses, à la fois du social, à la fois de l'événementiel, à la fois de l'accompagnement de joueurs. Enfin, il est possible de faire énormément de choses dans le domaine associatif. Tout à fait. Et en plus, pour vraiment, si vous voulez, sur l'aspect e-sport, c'est pas en effet sur l'aspect associatif, soit d'ailleurs sur Internet en global. Il y a beaucoup d'associations qui recherchent sur certaines plateformes, si vous voulez regarder un petit peu. C'est hyper demandeur. En tout cas, sur l'aspect, les événements type LAN, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du coup, Loïc? Alors oui, alors je vais rebondir du coup sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il y a une nette évolution avec les éditeurs par rapport au LAN, dans le sens où à l'époque, il fallait payer pour avoir l'accès à des jeux, tout simplement, pour pouvoir faire des événements. Aujourd'hui, c'est différent. Il faut avoir En fait, il y a 3 moyens de passer. Si l'événement est petit, donc qui ne fait pas, par exemple, une barrière, par exemple un World Tour sur le jeu Tekken, l'éditeur va l'accepter sans aucune condition, c'est-à-dire en fait vous n'êtes même pas obligé de leur demander de leur demander de l'autorisation. Si par exemple vous faites un très gros événement comme la Gamer Assembly, comme le Stunfest ou autre, là par contre il va falloir des accords d'éditeur. Donc une autorisation à utiliser
ce qu'on appelle l'ayant droit, parce qu'un éditeur est propriétaire intellectuel de son jeu, donc c'est le seul à pouvoir donner l'autorisation par rapport à ça. Donc il va falloir avoir des accords. On peut également bondir sur le streaming, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui fait que les jeux peuvent être streamés sur Internet, c'est que les éditeurs donnent automatiquement leur accord de visibilité du jeu, et la bande-son également est disponible gratuitement. Donc c'est ce qui fait qu'on peut streamer des jeux vidéo sans avoir de problème. Par exemple, streamer un film sur Twitch est totalement illégal, alors que le jeu vidéo, c'est possible. Donc il y a vraiment une nette évolution, et après, il y a donc le troisième volet pour la création d'événements avec des jeux vidéo. Bah là, du coup, c'est ce qu'on appelle une intégration. Donc, par exemple, sur Tekken, c'est devenir un challenger ou enfin, il y a différents statuts d'événements. Donc, c'est des événements qui vont s'intégrer au World Tour. C'est-à-dire que c'est des événements qui vont être reconnus mondialement ou en tout cas localement pour avoir des points pour ensuite valider justement le World Tour des joueurs. Dans la partie, donc quels sont les problèmes rencontrés globalement? Il y a 3 problèmes. La logistique, comme tout événement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous faites des événements, je sais pas, pour le domaine du spectacle, bah, les événements dans le domaine du jeu vidéo, c'est exactement la même chose. À part un point, c'est que bah, vu qu'il y a de l'informatique et qu'il y a du réseau, il y a énormément de problèmes par rapport à ça. Aujourd'hui, même les plus gros éditeurs comme l'ESL, la Gamer Assembly, enfin énormément de studios de développement comme par exemple League of Legends, même eux ont des problèmes lors d'événements. C'est pour ça qu'ils font du backup de solutions, parce que bah, y a des crash serveurs, il y a vraiment plein de choses qui peuvent arriver. Ensuite, vous allez avoir des problématiques sur le juridique. Aujourd'hui, dans l'e-sport, il y a très peu de juridique, on s'appuie sur énormément d'articles de loi, mais il n'y a pas vraiment un cadre précis. Mais du coup, il y a un juridique. Par exemple, est-ce qu'un enfant de 14 ans peut gagner du cash prize? Comment on le déclare? Comment une personne qui gagne de l'argent, est-ce que l'organisateur peut donner à une personne à titre indicatif, ou est-ce qu'il faut qu'elle soit en micro-entreprise ou en auto-entrepreneur? Enfin, il y a vraiment plein de questions qui se posent. Et aujourd'hui, développer un événement e-sport, c'est possible, tout dépend de l'ampleur que vous voulez lui donner, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a plein d'associations qui créent des petits événements. On ne va pas demander la même contrainte juridique, contrainte fiscale, contrainte en termes d'organisation qu'un gros événement. Donc si vous voulez vous lancer dans l'organisation d'événements, commencez petit, tester, tâtonner, et ensuite progresser en fonction de vos réussites et des compétences que vous allez pouvoir regrouper. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair comme Oui, si. Il y a plusieurs points qui ont été soulevés, donc c'est plutôt une réponse bien développée de ton côté. Juste réponse sur la dernière partie, comment lutter contre tout ce qui englobe le cheat. Bah, alors, du coup, c'est pas vraiment de notre côté, c'est plutôt les éditeurs qui doivent se dépatouiller un petit peu avec tout ça et se débrouiller, sachant que c'est extrêmement difficile. Plus un jeu est connu, et plus il y a forcément de développeurs, de personnes justement qui ont parlé de programmeurs tout à l'heure, mais là c'est un autre niveau. C'est des gens qui du coup cherchent à tricher sur les jeux vidéo. Ça on peut pas vraiment, nous, à notre niveau sur l'e-sport, en tout cas, y faire grand chose. C'est très compliqué. Il y a un réseau, par exemple, chinois qui a été démonté en 2019, qui était le deuxième réseau le plus important au monde, qui faisait ce qu'on appelle des M-bots. Donc, c'est des bots qui vont vous permettre de tirer automatiquement sur les ennemis qui vont passer dans votre champ de vision, voire même pas dans votre champ de vision. Donc, du coup, ça a été démantelé. Un autre scandale qui a été eu, c'est sur la scène CSGO, où en fait CSGO c'est du 5 contre 5, donc c'est ce qu'on appelle du antiterrorisme, même si c'est pas réellement. En gros, vous avez une équipe qui défend, une équipe qui attaque une position, et du coup dans la scène e-sport, vous avez ce qu'on appelle des managers, donc des gens qui vont être en backup par rapport à l'équipe qui va jouer sur scène, et eux vont avoir une vue de la map un petit peu différent par rapport aux joueurs. Les joueurs sont en FPS, alors que le manager, lui, va avoir une vue un peu en hauteur. Et du coup, en se positionnant à un certain endroit, il y avait une triche qui permettait de voir l'équipe adverse, qui n'était pas possible. Et ça a duré pendant 2-3 ans, cette triche. Et quand elle a été signalée, bah, du coup, en 2019, ils ont appris ça. Ils ont dégagé presque la moitié de la scène compétitive de CSGO, parce que il y avait des triches, il y avait du gros cash prize qui était en compte. Il y a eu 86 plaintes sur des joueurs et managers et contre des structures, et la moyenne des amendes se trouve entre 100 à 300 000 $.
Donc ça pique beaucoup. En tout cas, la triche dans l'e-sport, si c'est reconnu, ça pique énormément. Ouais, de toute façon, ça pardonne pas. On va changer de volet. On a beaucoup parlé d'e-sport. Sur l'aspect, quel type de code privilégié pour un novice? Est-ce que le site Open Classroom est un bon choix d'initiation, par exemple? Alors, je peux pas parler pour le site. Pour le Ouais. code, par contre, on a des langages de programmation privilégiés dans le jeu vidéo. Oui. Donc typiquement, aujourd'hui, majoritairement, ça va être ce qu'on appelle le C# et le C'est C++, ça. qui vont être les 2 langages les plus utilisés. Mais on a des jeux qui sont faits sous d'autres technologies comme le Java, hein, par exemple. Mais on va dire que les 2 majoritaires, c'est ça, qui vont aussi de pair avec les moteurs les plus populaires. Le moteur, c'est ce qui va permettre de faire le jeu sans partir de 0. Et donc les 2 moteurs les plus populaires étant Unity qui est en C# et l'Unreal Engine qui est en C++. Ça va être les 2 langages qu'on va utiliser le plus. Sachant qu'il y a énormément de studios qui créent leur propre moteur. Je sais que nous, par exemple, aussi, on l'a fait à un moment. On fait généralement ça en C++ aussi. Voilà, donc ça va être les 2. Ça va être les 2 et après, voilà, encore une fois, pour les cours, je suis désolé, j'ai pas beaucoup plus d'informations que ça. Ouais, après, sur le contenu, après, c'est spécifique. C'est une question très spécifique. On se doute bien qu'on n'a pas non plus toutes les réponses et on n'est pas là non plus pour dire qu'on a la science infuse et qu'on connaît absolument tout. L'idée, c'est vraiment d'essayer de décrypter aujourd'hui, donner un maximum d'informations en fonction de vos questions que vous pouvez vous poser et éventuellement vous accompagner un petit peu là-dessus. Il reste plus très longtemps au niveau des questions. Moi, je vais mettre dans le chat, comme ça, vous pourrez juste mettre quelque chose. C'est en fait savoir si vous avez apprécié justement il faut juste que je vous le transmette dans la conversation. C'est pas très très long à remplir, mais je vous le partage. De toute façon, je vous l'enverrai également par mail, mais pour ceux qui sont présents, vous avez la possibilité de le remplir après. Voilà, c'est un petit formulaire où il y a quelques questions assez simples voilà, le nom de l'atelier, etc. Comment vous avez, il y a à peu près 9 questions, des choses à cocher. C'est pas très très long et nous, ça nous permettra d'avoir un retour sur cet atelier dans l'objectif de l'améliorer. On va répondre à quelques questions encore. Est-il nécessaire de savoir coder convenablement pour utiliser Unity, par exemple, ou avoir quelques bases suffit? Alors, quelques bases peuvent suffire et on peut apprendre, encore une fois, ça dépend du jeu parce que quand on débute, on va faire beaucoup de choses qui sont pas optimisées, donc ça va consommer beaucoup de puissance pour pas grand-chose. Donc il y a des gens, hein, qui ne savaient pas programmer, qui ont ouvert Unity et qui ont fait leur jeu de A à Z. Et en règle générale, ce qui se passe, c'est que quelqu'un finit par repasser dessus. Quand le jeu est sorti, souvent quelqu'un finit par repasser dessus pour ne serait-ce que le sortir sur une console, par exemple, qui a un peu moins de puissance. Voilà, à un moment, on dit: «Ah bah là, ça rentre pas, il faut que quelqu'un vienne et fasse du travail», mais c'est possible et c'est même un moyen d'apprendre qui est tout à fait cohérent, hein, de se dire: «Bon bah j'y connais rien, je vais lancer Unity, je vais faire un petit projet». Il y a quand même énormément de tutoriels qui sont disponibles. Voilà, après c'est toujours mieux de se lancer avec des bases générales de programmation. Ça évite plein d'erreurs, qui peuvent être, un peu bloquantes. Très bien. En tout cas, du coup, si les gens souhaitent se renseigner, je vais mettre le lien de ton studio, si tu veux bien. Ça, les gens pourront aller voir. Ça peut être toujours intéressant. Je mettrai également le lien de l'association Crazy Sport. Je vais mettre les 2 liens dans la conversation si vous souhaitez aller vous renseigner, en savoir un petit peu plus, un petit peu savoir les dessous, c'est toujours intéressant. Et puis ça vous permettra peut-être de pouvoir suivre en tout cas le développement d'un jeu également. Si vous voulez savoir quand est-ce qu'il va sortir. Il a été d'ailleurs repoussé, je crois, Il sort cette année, ouais. Il sort cette année? Sur cette année, j'ai pas de date plus précise à annoncer que ça. Je me doute bien. Je ne voulais pas non plus demander une date, mais il me semblait que c'était 2022. Donc après, on sait, hein, le développement d'un jeu vidéo, on l'a vu, hein, pour des gros éditeurs, c'est vrai que on n'en a pas forcément parlé, mais quand même, ces 2 années aussi très compliquées avec l'aspect du passage aussi pour beaucoup de gros studios en distanciel, ça a retardé des jeux. Hein. Il y a des jeux d'ailleurs qui sont sortis, qui étaient très attendus et qui finalement ont vraiment fait un gros buzz. Je pense par exemple à Cyberpunk 2077, qui, je pense aussi, enfin les promesses déjà étaient démesurées, mais du fait du développement en distanciel et puis tout ce qui s'est passé, je pense que ça n'a pas aidé non plus. Mais il y a eu forcément des reports à plusieurs reprises des éditeurs qui souhaitaient justement que le jeu soit propre
avant qu'il ne sorte. Donc voilà pour les 2 liens. Je vais vous remettre le petit lien du formulaire une autre fois en dessous pour que ce soit vraiment bien. En tout cas, j'espère qu'on a pu répondre à un maximum de vos questions aujourd'hui, même si forcément en 1 heure, on peut pas vraiment rentrer dans tous les détails et vraiment être hyper pointu, hyper précis. Il faudrait du coup prendre beaucoup plus de temps pour cela. Il y a la Zélande, c'est vrai, ce week-end. Je crois que ça commence même ce soir. Ouais, ce soir, la Zélande avec tous les streamers et en tout cas ceux qui sont intéressés. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Zélande, c'est un des gros événements organisés par Zerator, qui est un streamer, mais également un YouTuber, mais qui était commentateur auparavant, et qui organise une compétition sur plusieurs jeux où les compétiteurs, du coup, vont pas s'affronter que sur un jeu, mais sur vraiment beaucoup de jeux variés. Et d'ailleurs, c'est pas forcément les jeux les plus connus au niveau du sport, c'est un petit peu la volonté aussi de l'organisateur. Écoutez, je rebondis juste là-dessus. On parlait de Twitch tout à l'heure, mais de Discord, des réseaux sociaux. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Il y a eu un pixel art qui s'est fait la semaine dernière, du coup, qui a fini lundi. C'est aussi la force de la France, et c'est pour ça que le jeu vidéo est très apprécié en France, c'est qu'on a une communauté qui est très très puissante sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Twitch. Les streamers justement ont réussi à créer une énorme communauté par rapport à ça, et même les gens de différents horizons. Par exemple sur ce pixel art, on a travaillé, il y a des gens qui ont travaillé avec d'autres pays pour faire le drapeau français justement et le défendre. Et justement, Zland, c'est un très bel exemple par rapport à ça. Il y a le Z-Event aussi qui va bientôt normalement arriver dans quelques mois. Donc c'est un événement caritatif, oui. Donc n'hésitez pas à suivre ce genre de choses. Ça montre que la communauté française est très très appréciée et très très puissante aussi. Et n'hésitez pas à utiliser Discord, parce que sur Discord, vous allez pouvoir trouver des gens qui vont pouvoir vous aider, vous apprendre plein de choses dans le domaine de l'e-sport, le jeu vidéo, même rencontrer des gens pour discuter d'histoire, enfin de vraiment plein de choses. Et voilà, en fait, créez-vous un réseau en allant rencontrer des gens, c'est le meilleur moyen d'apprendre et d'évoluer, je pense. En effet, c'est en rencontrant les gens, en tout cas, qu'en effet, on va plus vite aussi dans ce qu'on souhaite faire. En tout cas, merci à vous. Ça va être la fin, du coup, de cette rencontre professionnelle dans les métiers du jeu vidéo et de l'e-sport. Donc, pour terminer aussi, c'était dans le cadre, en tout cas, j'organisais ça dans le cadre aussi du Printemps du numérique. Je représente, du coup, l'école XP School. Sachez que si vous souhaitez vous renseigner, on a une journée porte ouverte demain. Mais en tout cas, allez sur le site web si vous voulez en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas de ce côté-là, puisqu'on est une école qui forme au métier autour du jeu vidéo et de l'e-sport, surtout en tant qu'école de commerce. Donc merci à vous. Il y aura un replay normalement de cette intervention. Donc s'il y a des gens qui n'ont pas pu venir, vous souhaitez la regarder de nouveau, normalement dans les prochains jours, vous aurez accès à ce replay. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.